qu'on a observé, c'est qu'effectivement, il y a eu ces dernières années, en particulier au début des années 2000, une augmentation très forte du nombre de passagers, de la fréquentation des trains. Alors, est-ce qu'on doit attribuer cette hausse de la fréquentation à la libéralisation en tant que telle? Là, ce qui a été observé, ce que les études démontrent, c'est que, en fait, ce qu'il y a eu en parallèle de la libéralisation, c'est vraiment une augmentation des dépenses publiques, des investissements. Ce qui, a priori, n'est pas tout à fait cohérent avec la libéralisation qui promet justement une réduction des dépenses. Mais ce qu'ont fait la plupart des États membres, c'est vraiment augmenter les dépenses publiques. Il y a eu à la fois des dépenses d'investissement, donc dans les infrastructures. Les États membres ont vraiment beaucoup plus investi dans leurs infrastructures. Ils ont rénové des voies, ils ont construit des nouvelles lignes de chemin de fer, construit des ponts, des tunnels. Et ça ne résulte pas en soi de la libéralisation. C'est plutôt même le résultat de sous-investissements chroniques qui sont en fait antérieurs à la libéralisation. Mais à un moment, il faut rénover les voies de chemin de fer, le rail. Et donc finalement, ces hausses des dépenses, elles sont vraiment le résultat de choix politiques. Ce n'est pas en soi la concurrence qui a fait qu'on a investi plus dans le rail. La libéralisation, ce n'est pas elle en soi qui améliore les services et qui rend le train plus attractif. C'est vraiment les dépenses d'investissement, l'argent que les États décident d'y mettre. Et ça, c'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment des études, ça ressort d'études sérieuses, notamment par des gros cabinets de consultance. Il y a une corrélation très claire en économie entre la qualité et la performance d'un système ferroviaire donné et les dépenses qu'on consent. Donc si on veut rendre le train attractif, si on veut, il faut vraiment en fait, investir là-dedans. On n'investit pas assez dans le rail, ça c'est sûr. Et il y a un peu une double dynamique là qui est en jeu. Il y a un sous-investissement structurel et puis il y a des coupes budgétaires récurrentes. Les besoins ont augmenté, il y a plus de passagers, les trains sont plus fréquentés et pourtant on n'est pas à la hauteur des investissements. On devrait investir plus. Ce qui fait qu'on a des trains bondés, on a des retards par exemple, donc on n'a pas suivi la courbe. On aurait dû investir plus et ça c'est vraiment structurel. Et c'est là que moi je me suis dit qu'il serait peut-être bon de remettre sur la table une question qui est souvent évoquée mais dont on parle peut-être pas assez, c'est la question des voitures de société. Parce qu'il faut savoir que le manque à gagner pour l'État belge en voitures de société, en avantage fiscal en fait, octroyé à la voiture de société, c'est de l'ordre de 2 à 4 milliards d'euros par an. Et ça c'est l'hypothèse basse. Sachant que le budget d'investissement et de fonctionnement de la SNCB, par an, c'est environ 3 milliards. Et donc, en fait, là, il y a un vrai levier et c'est un choix politique à faire. Octroyer des budgets de mobilité aux travailleurs et travailleuses. Et vraiment, c'est un choix de société, pour le futur. Est-ce qu'on choisit de continuer à investir, en fait, notamment dans des voitures? Alors, l'électrique constitue un autre enjeu, mais de se dire ça, c'est pas durable en fait. Ou est-ce qu'on veut vraiment investir massivement dans une mobilité